Alors là les gars, je peux vous dire que cette vidéo, je l'attendais avec impatience les frères. Vraiment, quand je préparais ce 11, je rigolais tout seul les gars. Je vous ai préparé un 11 des pires flops de cette année 2024 les gars, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis. Après, je sais ce que vous allez me dire ouais pourquoi tu nous fais un 11 des pires joueurs, ou en tout cas des plus gros flops, et tu parles pas des meilleurs joueurs. Alors j'en avais déjà parlé, quand j'ai fait mon 11 des meilleurs joueurs africains, je vous avais dit pourquoi je ferais pas un 11 des meilleurs joueurs tout court, toute compétition confondue, tout continent confondu, tout simplement parce que quand on voit le 11 qui a été donné à la cérémonie du trophée The Best, personnellement, je suis quasiment, presque totalement d'accord avec ce 11, les gars. Donc, faire une vidéo entière pour vous donner un 11 qui serait quasiment similaire, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Peut-être à part 2 ou 3 changements que je ferais dans ce 11, peut-être. Voilà, il y en a certains qui pourraient mettre un autre gardien que Martinez, peut-être il pourrait te mettre un Maignan par exemple. Pareil, en attaque, tu pourrais mettre Kane à la limite à la place de Haaland. Il y en a qui pourraient te mettre Salah à la place de Yamal. Mais bref, à peu de choses près, je pense que ce 11, il met d'accord quasiment tout le monde. Mais c'est vrai qu'un 11 des flops, c'est quelque chose qui est très rare, qui se fait très peu. Et pourtant, c'est intéressant. Je trouve que c'est toujours intéressant à faire. Même s'il faut quand même comprendre une chose, les gars, c'est qu'un 11 des flops, c'est pas un 11 des pires joueurs. En tout cas, pour moi, c'est pas un 11 des pires joueurs. Parce que sinon, voilà, tu vas en division 3 de Roumanie, et tu prends 11 joueurs au hasard, et voilà. C'est pas ça la question. Non, le but d'un 11 des pires flops, c'est un joueur sur qui tu peux avoir des attentes, que tu as eu des attentes à un moment donné, et qui ont floppé sur cette saison-là, qui ont déçu sur cette saison-là. Et je peux vous dire qu'il y a des sacrés noms. Je vous dis la vérité, les gars. Et on commence, bien sûr, en tant que gardien de but avec Onana. Onana, en plus de ça, quand on sait qu'il a été élu, qu'il a été dans le 11 du meilleur gardien africain, les gars, c'est du grand n'importe quoi. Alors je vous précise, bon, il y aura un ou deux africains, mais c'est un 11 avec les pires flops, tout championnat et tout continent confondu. Je pense qu'il n'y a que deux ou trois africains maximum dans ce 11. Mais bref. Mais Onana, t'es obligé de le mettre. Onana, avec l'attente qu'il a suscité surtout. Quand il arrive à United, le mec sortait d'une finale de Ligue des Champions. C'était un des meilleurs gardiens de la saison qui s'était écoulée. Il arrive à United, c'était une déception totale. Il y a la CAN aussi, où le mec il va à la CAN vraiment à la dernière minute. Il laisse ses coéquipiers jouer le premier match de cette Coupe d'Afrique sans lui. Puis il arrive à la CAN, il est horrible à la CAN, puis il finit sur le banc. Non les gars, c'est trop. Franchement, la saison d'Onana, l'année 2024 d'Onana, elle est catastrophique. Et ça se revoit, les gars, sur ces derniers matchs. Sur ces 3-4 derniers matchs, les gars, c'est que des erreurs, que des boulettes à chaque match. Contre Nottingham Forest, en Europa League. Pareil, le week-end passé contre Wolverhampton, où il se prend un but sur un coup franc, sur un corner direct. Non, vraiment, Onana, les gars, c'est une vraie catastrophe. Un autre aussi, et là aussi, c'est vrai qu'il est aussi africain, je pense que c'est le dernier africain de ce 11, si je dis pas de bêtises. C'est pas le joueur, le latéral sur lequel on avait plus d'attentes, mais quand on voit la descente aux enfers qu'il a connue sur cette année 2024, c'était obligatoire de le mettre malheureusement pour lui dans ce 11, les gars. Alors, bien sûr, c'est pas forcément le meilleur latéral, c'est pas le latéral sur lequel on avait le plus d'attentes au monde dans cette année 2024, mais quand même, le mec, il passe de titulaire indiscutable en Ligue 1, certes à l'OGC Nice, mais c'est bon, ça reste quand même pas mal. C'était l'un des meilleurs latéraux du championnat français. Et là, il s'est retrouvé jouer en Turquie ou je sais pas où. Il a eu un problème où il s'est retrouvé à un moment donné sans club. Où voilà, on se rappelle tous pour une story Instagram où clairement sa carrière elle a complètement chuté. Même en sélection algérienne, il est plus titulaire indiscutable, les gars. Pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Après, dans l'axe, là on parlait vraiment d'un joueur sur qui t'avais des attentes. Et moi, le premier en tant que supporter du Barça. Araujo, j'étais obligé de le mettre dans ce 11 des flops, les gars. Pas présent dans les grands matchs. Il te plombe le match contre le PSG. Beaucoup de blessures, parce que ça fait partie aussi du truc. Mais beaucoup de blessures. Il te cause l'élimination contre le PSG sur le match retour. Encore une fois, on le rappelle. S'il prend pas ce carton rouge, les gars, on sait bien ce qui se serait passé. Je pense pas que le Barça perd ce match. Je pense pas en tout cas que le Barça se fait éliminer sur ce match, les gars. Je vous dis la vérité, j'en suis même persuadé. Même si t'encaisses le but, même s'il laisse Barcola marquer, encore une fois, on va pas revenir sur ça, mais bref. Donc bien sûr, on est obligé de le mettre dans ce 11. En plus, voilà, il y a eu même sur l'aspect extra-sportif où il n'y a eu aucune remise en question de sa part, où il critiquait un petit peu Gundogan sur le fait qu'il a fait la reproche, justement, sur le carton rouge qu'il a pris contre le PSG. Mais bref, voilà, clairement,
Je vous dis, les gars, au-delà de ça, pour moi, c'est vraiment une déception totale, les gars. Dans les Classicos, il répondait pas présent. En Ligue des Champions, pareil, non, vraiment. Un flop total, vraiment un flop total. Et même aujourd'hui, les gars, franchement, je vous le dis, Araujo, qui pour moi, à un moment donné, c'était peut-être l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde, aujourd'hui, j'ai plus aucune attente sur lui. Je vous le dis, les gars, s'il doit partir au Barça, pour moi, qu'il parte, ça change absolument rien. Pour moi, au contraire. Après, bon, ça c'est encore notre débat. Après, en centrale gauche, les gars, Badiachil. Badiachil. Alors, c'était sa première saison complète avec Chelsea, les gars. Autant c'est vrai qu'il a eu des débuts pas trop mal avec les Blues. Mais après, ça, c'est compliqué, les gars. Il joue pas tout le temps. Quand il joue, souvent, il déçoit. Très peu de bons matchs. Et en plus de ça, il arrivait à un prix qui était quand même énorme du côté de Chelsea. Et moi-même, et je pense qu'on a été beaucoup à se demander comment tu peux mettre autant sur un joueur pareil, qui, pour le coup, n'a pas forcément montré des grandes choses avec Monaco. Faut être honnête, les gars, même avec Monaco, on a vu certaines limites parfois sur certains matchs qu'il pouvait faire, les gars. Donc, bien sûr, qu'il mérite complètement sa place dans ce 11-là, tout comme Baldé. Alors, Baldé, pareil, beaucoup de blessures, comme pour Araujo, il a eu beaucoup de blessures, donc ça n'a pas facilité non plus. Mais clairement, Baldé, quand on se rappelle, il y a 2 ans d'ici, les attentes énormes qu'on avait sur ce joueur-là, ce qu'il proposait, vraiment, quand même, il faut se dire, le mec, c'est celui qui t'a fait sortir Jordi Alba du 11 du Barça, les gars. Faut s'en rappeler. Et aujourd'hui, clairement, même si, bon, cette saison, ça va un petit peu mieux. Il y a des matchs qui sont intéressants hein, de sa part. Il fait des bonnes choses, etc. Mais malgré tout, par rapport aux attentes qu'on avait sur lui, les gars, et surtout sur la saison dernière, les gars, c'était très compliqué. C'est simple, il s'est fait mettre sur le banc par Cancelo, qui de base, en plus, est latéral droit, même si, bien sûr, aujourd'hui, pour lui, ça ne change plus rien, latéral droit ou latéral gauche, il est bon des deux côtés. Mais clairement, dites-vous que, voilà, c'est le joueur, indirectement, qui a fait que Koundé s'est retrouvé à latéral droit, les frères. Parce que, voilà, il fallait trouver un latéral gauche. Cancelo pouvait jouer sur le côté gauche en tant que latéral. Et Koundé a été boucher le trou qu'il y avait sur la droite, vu que Cancelo était à gauche. C'est une dinguerie, les gars. Il a chamboulé toute une défense, juste parce que, voilà, il n'avait pas le niveau. Même s'il faut dire, quand même, malgré tout, que, voilà, au final, ça a été plus un avantage qu'autre chose, vu que Koundé, aujourd'hui, même si sur ses derniers matchs, c'est pas trop ça, mais aujourd'hui, Koundé, il est devenu confirmé à ce poste-là. Sinon, au milieu de terrain, les gars, en milieu défensif, les gars, c'est vrai, il a gagné la Ligue des Champions, vous allez me dire, il a gagné la Ligue des Champions, il va en demi-finale de l'Euro, mais Tchouaméni, les gars, c'est une catastrophe, les gars, je suis désolé, les frères, je suis désolé, mais ce joueur, c'est pas possible, les gars. Lui aussi, je parlais de Badiachil, mais lui aussi, le prix avec lequel il arrive au Real Madrid, et ce qu'il t'apporte au club, c'est une catastrophe, les gars. Au milieu de terrain, c'est mauvais. En défense, quand il joue en défense, il y a des fois il sort des matchs très solides, mais beaucoup de fois aussi où c'est un peu compliqué. On l'a vu sur les 2 ou 3 derniers matchs du Real Madrid. Le Real Madrid concède des occasions, concède même des buts de sa faute, les frères. Et pareil, mais au milieu de terrain, j'en parle même pas. La pauvreté qu'il a, balle au pied, c'est une dinguerie, les gars. Pour un milieu de terrain qui joue dans un club comme le Real Madrid qui est champion d'Europe, c'est trop. Donc bien sûr, pour moi, il a beau avoir gagné la Ligue des Champions, je suis désolé, mais ça reste pour moi un très très gros flop. Et quand on parle de flop, je suis obligé de parler de Jong, les gars. De Jong, avec le salaire qu'il a aujourd'hui, le plus gros salaire du Barça, l'un des plus gros salaires de Liga, un salaire exorbitant, un salaire stratosphérique, pour être complètement horrible sur le terrain, pour t'apporter absolument rien sur le terrain, les gars. Pour ne même pas être capable de pouvoir faire des courses à haute intensité, de pouvoir mettre de la pression sur le porteur adverse, de pouvoir faire des choses comme ça, contrairement à certains joueurs comme certains jeunes comme Gavi, les gars. Gavi qui revient de blessure, qui revient des ligaments croisés et qui met de l'intensité dans chaque match, qui y va pour donner sa vie. Et De Jong à côté de ça, les gars, on a juste l'impression qu'il est au bout de sa vie, on a l'impression qu'il est aux soins palliatifs, les frères. Vraiment. Donc, bien sûr, ouais, c'était sûr et certain, les gars. Je pense que pour ceux qui me connaissent, dès que vous avez vu le titre de cette vidéo, vous saviez très bien que De Jong allait être dans cette équipe, c'était obligé. Et à côté de De Jong, alors Grealish, on était obligé, les gars. Monsieur 0 but en 2024, t'es obligé de le mettre, les gars. Et pourtant, quand on connaît les qualités que ce joueur a, les qualités intrinsèques de Grealish, les attentes que beaucoup avaient sur lui quand il arrive à la City d'Aston Villa, les gars, franchement, ça peut que être une déception quand même. Ne pas réussir à avoir marqué un but
alors que ton équipe, elle a gagné la première ligue, et que tu es un joueur, voilà, un joueur important de cette équipe de City, franchement, c'est trop, les gars. C'est vraiment, c'est incroyable. Après, ouais, bien sûr, il y a eu quelques blessures, etc. De son côté, mais c'est pas suffisant. Ça justifie absolument pas sa saison cataclysmique. Je suis désolé, les gars. Tu mets aucun but sur toute la saison quand tu joues à Bournemouth, à la limite. Quand tu joues à Sheffield, pourquoi pas? Quand tu joues, je vais pas faire tous les clubs, je vais pas faire tous les clubs de première ligue, mais bon, vous m'avez compris. Mais à City, t'as pas le droit. Vraiment, t'as vraiment pas le droit. À la limite, dans le City d'aujourd'hui, enfin de cette saison, allez, je peux comprendre. Le City de cette saison qui a du mal, etc., où c'est compliqué. Allez, ça peut s'entendre. Mais sur la saison dernière, où City marchait littéralement sur l'eau, non, t'avais littéralement pas droit, les gars. Après, sur le côté droit, les gars, voilà, on parle des joueurs avec des transferts exorbitants, des joueurs voilà, qui sont arrivés avec des prix énormes. Comme pour Badiachil et pour Tchouaméni. Et bizarrement, c'est souvent les Français, les gars. C'est souvent les Français, des joueurs français sur lesquels voilà, tu as des grosses attentes, en tout cas en termes pas des grosses attentes, mais en tout cas des gros montants qui sont mis pour les acheter, les gars. Des montants qui sont incompréhensibles. Et pour Kolo Muani, je le disais depuis le début. Autant pour Tchouaméni et pour Badiachil, je me disais pourquoi pas. Mais pour Kolo Muani, je l'ai dit depuis le début, ce joueur ne vaut pas le prix auquel il arrive au Paris Saint-Germain, les gars. 95 millions pour un joueur, les gars, qui a du mal à faire un contrôle de balle correct. 95 millions, les gars, pour un joueur qui sait pas faire une conduite de balle, un minimum bonne. Les gars, c'est n'importe quoi. On parle quand même d'un attaquant qui a une carrière qui s'est faite en grande partie sur un raté dans un match, les gars. Alors, un raté en finale de Coupe du Monde, certes, vous allez me dire. Mais ça reste quand même une carrière qui s'est faite sur un raté, les gars. Aujourd'hui, si on parle de Kolo Muani, si on parle de la plus grande action de Kolo Muani, la plupart de sortent justement son face-à-face raté contre Martinez. C'est là où c'est une dinguerie, les frères. Donc, bien sûr que tu étais obligé de le mettre. Et sinon, sur le côté gauche. Alors, les gars, vous n'allez pas être contents. Vous n'allez pas être contents, les gars. Je précise une chose. Encore une fois, je le rappelle, c'est pas les pires joueurs. C'est les gros flops. Et quand je dis les gros flops, on parle d'attente et on parle d'un joueur qui n'a pas répondu aux attentes. Et les gars, quand on connaît les attentes qu'on avait sur Mbappé sur cette année 2024 et ce qu'il a fait sur cette année 2024, je suis désolé, mais ça reste un flop l'année 2024. Ça reste un flop sur cette année 2024, les frères. Vous avez beau me dire, ouais, il a gagné la Ligue 1 avec le PSG, les frères, ça veut rien dire, les gars. Ça, on s'en fout. Tout le monde s'en fout, les gars. Tout le monde s'en fout, les frères, qu'il ait gagné la Ligue 1 avec le PSG. Ça aurait été une catastrophe industrielle pour le PSG si le PSG n'a pas gagné la Ligue 1 la saison dernière, c'est vrai. Mais qu'il l'ait gagné ou pas, les gars, ça ne change absolument rien au fait que c'est un flop. Pourquoi? Parce que tu avais des attentes énormes sur lui. Mais pas en Ligue 1, tu avais des attentes sur lui en Ligue des Champions. Là où, à part contre la Real Sociedad, c'était très compliqué, les gars. Son parcours en Ligue des Champions à partir des matchs à élimination directe, c'était catastrophique. Contre le Barça, même s'il marque au retour, dans un match où voilà, c'était plié, dans un moment où c'était plié, en tout cas à la fin du match, il faut le dire, les frères, contre le Barça et contre Dortmund, c'était une calamité. Pareil en phase de poule, les frères. En phase de poule, allez, on va dire peut-être il a un ou deux bons matchs, mais le reste aussi c'est très mauvais. On s'en rappelle très bien, les gars, sur la saison passée en phase de poule. Même si, bon, allez, ça compte pas, vous allez me dire c'est 2023, c'était pas encore 2024. On parle de la Ligue des Champions, et on parle bien sûr aussi de l'Euro. Bien sûr qu'on est obligé de parler de l'Euro aussi, les frères. L'Euro misérable qu'il a pu faire. Là où, justement, c'était là où on l'attendait. Vu que, voilà, il restait sur un échec en 2021 à l'Euro précédent. Bien sûr qu'on l'attendait, on l'attendait tous dans cette compétition-là. On savait qu'il était en partance pour le Real Madrid, qu'il était en partance pour un gros transfert, etc. Tout le monde l'attendait dans cette compétition-là. Donc aujourd'hui, bien sûr que c'est un flop. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça reste un flop, les frères. Sur l'année 2024, c'est un flop. Et pour terminer avec ce dernier joueur, le numéro 9, est-ce que c'est vraiment un flop? Ou c'est juste un mauvais joueur? On est entre les deux. On est vraiment à la limite du mauvais joueur et du flop. Mais les gars, je peux vous dire qu'un joueur comme Lukaku, quand on repense à son Euro, les gars, bien sûr que tu avais des attentes sur lui. Bien sûr que tu avais des attentes énormes sur ce joueur-là. Et quand tu vois l'Euro qu'il t'apporte, l'Euro qu'il te fait, franchement, c'est une catastrophe, les frères. J'oublierai jamais le match qu'il te fait contre l'équipe de France,
où il se fait manger clairement par Saliba. Et quand je vous dis il se fait manger, c'est pas en termes de vitesse, c'est pas qu'il se fait manger en un contre un en voulant tenter un dribble, mais il s'est fait manger littéralement sur tout le match dans le domaine où il est censé être imprenable, dans le domaine aérien, dans la bagarre physique. Et ça, les gars, franchement, j'oublierai jamais. C'est là où ça a été vraiment une grosse déception. Pour moi, en fait, clairement, 2024, ça reste la fin de Lukaku. Clairement, ça reste pour moi l'année où j'ai tiré une croix plutôt définitive sur ce joueur-là. Je vous dis la vérité. Il a vraiment du sang sur les mains par rapport à l'euro cataclysmique de la Belgique, les gars. Je vous dis la vérité. Donc, voilà, les gars, cette équipe qui, franchement, les gars, elle pique. Elle pique aux yeux, les frères. Quand on la voit comme ça, les gars, je crois que je vais faire comme d'habitude. Hein. Je fais souvent ça, les gars, pour la blague, pour la vanne. Mais quand je fais des équipes comme ça, des équipes flop, souvent, je la mets sur Twitter en faisant croire que c'est l'équipe, c'est mon équipe type des meilleurs joueurs. Et c'est souvent marrant les réactions qu'on peut voir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si... voilà, il y en a certains avec qui j'ai peut-être été un petit peu dur, ou certains que j'aurais pu mettre dans ce 11 et que j'ai pas mis dans ce 11. Il y a eu des hésitations, je vous dis la vérité, il y a eu des hésitations. J'en parlais avec mon frère pour le latéral droit, j'ai hésité entre Attal et Sacha Boey du Bayern de Munich. Je pense que Attal, avec vraiment la descente aux enfers dramatique qu'il a pu connaître, pour moi vraiment, c'est le joueur qui est fait, clairement, malheureusement, pour être dans ce 11-là. Même si c'est vrai que son histoire à lui, elle est un peu plus compliquée. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.